Bienvenue au podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel. Et dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler quels sont les impacts d'une infidélité sur la personne qui a été trompée. Donc, nous avons parlé en fait la dernière fois de qu'est-ce qui mène les gens à être infidèles. Cette fois-ci, on va parler de quels sont les impacts sur la personne qui a été trompée. Bienvenue et comme d'habitude, vous pouvez nous contacter sur info@lesexologue.ca ou aller sur notre site internet lesexologue.ca pour nous laisser des commentaires, des suggestions de thèmes que vous aimeriez qu'on aborde ou des critiques, peu importe, ou aller voir nos ressources qu'on a sur notre site, dont ce podcast, des vidéos sur YouTube, ainsi que des articles et des programmes pour vous aider par rapport à votre sexualité. Donc, on a commencé au dernier podcast de parler de pourquoi les gens sont infidèles, suite à une suggestion justement d'un auditeur ou auditrice qui voulait rester anonyme et qui voulait que j'aborde l'infidélité. Comme c'est un sujet qui est assez complexe, je le coupe en différents podcasts. Et aujourd'hui, nous allons parler justement de, mais c'est quoi les impacts en fait sur une personne qui s'est faite tromper? Et donc, une des premières choses qu'il faut regarder, c'est au niveau du mind mapping. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, j'en parle régulièrement là, dans les podcasts, c'est notre map en fait qu'on fait de notre partenaire. Donc, avec les années, on développe en fait une forme de map de qui est notre partenaire. Quelles sont leurs qualités, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs lacunes, leurs insécurités. Ils font la même chose par rapport à nous et nous sommes constamment en train, en fait, d'agir en fonction de cette map-là avec notre partenaire. On détermine c'est quoi leurs intentions, c'est quoi leurs désirs. Et donc, on peut s'imaginer justement que quand il y a eu une infidélité, il faut refaire en fait cette map-là parce qu'on a une nouvelle expérience, généralement quand même assez significative, voire traumatisante même pour certaines personnes. Et donc, on doit refaire toute l'image de qui était notre partenaire. Parfois, par contre, ça va peut-être même en fait confirmer des choses qu'on soupçonnait déjà. Donc, parfois, les gens qui se sont fait tromper avaient peut-être soit eux-mêmes des tendances de jalouses et surveillaient leur partenaire, soupçonnaient en fait que leur partenaire pouvait potentiellement être infidèle, soit par des comportements louches, séducteurs qu'ils pouvaient avoir avec d'autres personnes qui pouvaient laisser soupçonner ça, ou des fois c'est nos propres insécurités qui on avait à la base. Il n'y avait rien en fait d'évident de la part de l'autre, mais on avait juste peur peut-être d'être trompé parce qu'on l'a peut-être vécu dans le passé ou on a vécu une histoire dans notre famille ou dans notre entourage qui nous a créé en fait ces soupçons-là. Et donc on vient confirmer en fait l'image qu'on avait. Mais parfois c'est l'inverse. On avait peut-être l'impression que cette personne-là allait jamais nous tromper. Cette personne-là, c'était vraiment pas son genre. C'est une personne qui était intègre, transparente, honnête. Et malgré cette belle image-là qu'on avait d'elle, finit par trahir l'image qu'on avait, finit par trahir aussi le contrat implicite, explicite qu'on a pu avoir dans la relation monogame ou non monogame qu'on avait. Et puis là, en fait, le fait qu'on doit tout changer, en fait, cette image-là, c'est ça, des fois, qui crée en partie l'aspect traumatique. C'est qu'on doit remettre en question la relation. On doit se remettre en question d'avoir choisi ce partenaire-là. Et donc aussi, ça nous inquiète de mais comment j'ai pas pu le voir. Donc, on remet un peu en doute, si vous voulez, notre capacité à juger finalement des intentions de notre partenaire, à juger qui ils sont. Et ça peut être en soi très traumatisant et très anxiogène. Notre partenaire, il est passé en dessous de notre radar du mind mapping. Et donc, comment est-ce que je peux savoir finalement quelles sont ses intentions si ils ont la capacité ou elles ont la capacité de me mentir et que je ne peux même pas le capter? Peut-être que j'ai capté parfois des affaires qui sonnaient croche, il y a quelque chose qui cliquait pas, mais je n'étais pas capable de mettre mon doigt dessus, que les excuses qu'elle donnait pour rester peut-être au travail plus longtemps, ou une relation que je soupçonnais qu'il y avait peut-être quelque chose que plus qu'une simple amitié a fini par se développer en quelque chose d'autre, puis là, ça vient de me le confirmer. Et donc, des fois, on fait un peu du bashing de soi-même, de comment est-ce que je n'ai pas pu allumer plus par rapport à
ces soupçons-là que je pouvais avoir ou ces signes-là. Des fois, les signes sortent vraiment de nulle part. Puis ça aussi, c'est particulièrement traumatisant où quand on avait vraiment l'impression qu'on n'avait aucun soupçon, la personne pouvait mentir de façon euh, sans aucun scrupule, sans aucun indice quelconque. Ça peut être très épeurant parce que là, ce que je vois, c'est que je ne suis pas capable, en fait, de mind mapper mon partenaire. Je ne suis pas capable, en fait, de savoir même quand il y a un soupçon potentiellement de mensonge. Et donc, je ne peux plus me sentir en confiance avec la personne. Cette personne-là, elle est capable de passer en dessous de mon radar avec une certaine capacité d'expert ou d'experte. Donc, il y a toute cette reconfiguration qu'il faut faire au niveau de comment je perçois l'autre, mais aussi comment je me perçois moi-même aussi. Si j'avais l'impression que notre vie sexuelle, notre vie de couple allait bien, et puis que là, je réalise que c'est peut-être pas le cas pour l'autre personne, ça peut être aussi très ébranlant de me dire, OK, mais comment est-ce que l'autre me perçoit? Comment est-ce que l'autre me mind map? Est-ce que tous mes souvenirs de nos rapports sexuels, de nos souvenirs de couple ensemble n'étaient pas réels? Que je dois douter maintenant de ma propre expérience, de comment j'ai vécu ou je vis en fait dans cette relation-là, que je dois remettre en question finalement plein d'événements dans notre relation que on m'a dit une affaire, mais que c'était peut-être autre chose et qu'on était peut-être, je ne sais pas moi, à un voyage, mais en même temps, cette personne-là pouvait texter peut-être son amant ou son amante. Et donc, la réalisation que certains moments de couple qui étaient pour moi très agréables, significatifs, il y avait potentiellement une tierce personne en même temps à ces moments-là, dont je n'étais même pas au courant ou que je pouvais potentiellement soupçonner. Et donc, toute l'histoire de notre relation, je dois la remettre en question. Et c'est là souvent que la personne qui a été trompée commence à re-questionner plein d'événements du passé. Est-ce que tu l'as rencontré à ce moment-là? Cette fois-là, quand tu m'as dit que tu étais ici ou tu étais là, est-ce qu'en réalité tu étais avec elle ou tu étais avec lui? Là, on remet en question tous les moments de couple qu'on a eus ensemble ou des moments qu'on n'était pas ensemble que je pensais que tu faisais peut-être autre chose. Comme par exemple, j'étais au chalet avec les enfants, puis tu as dit que tu avais du travail à la maison, tu étais trop occupé, tu m'as laissé tout seul avec les enfants. Moi, j'ai trouvé ça difficile, j'ai tout géré ça tout seul. Puis toi, en réalité, tu étais à la maison, pas en train de travailler, mais en train peut-être d'avoir des relations sexuelles ou des dates, des fréquentations avec d'autres personnes. Tous les fois maintenant que tu es sur ton cellulaire, est-ce que je dois commencer à soupçonner que tu es en train de parler à cette personne-là ou potentiellement une autre personne? Donc, on doit tout remettre ça en question et ça crée toutes sortes d'insécurité et d'appréhension finalement pour la personne qui a été trompée. Et ça vient beaucoup jouer aussi sur la valeur qu'on s'accorde. Pourquoi mon partenaire m'a trompé? Il ne doit pas me considérer très important, très désirable. Il était prêt à mettre fin à notre relation, à vivre les conséquences d'une infidélité qui est souvent, en fait, la rupture, la conséquence. Et donc, si elle ou lui était prêt à faire ça, elle ne doit pas m'avoir accordé beaucoup d'importance. Est-ce que la personne, comme je disais dans l'autre podcast, le fait par vengeance aussi? Est-ce qu'il y a des frustrations, de l'amertume, du ressentiment? Comment la personne justifie la raison pourquoi elle est infidèle a aussi un impact sur la personne qui a été trompée. Est-ce que je sens que la personne prend responsabilité de ses infidélités ou au contraire, elle me blâme? Elle me dit, bien, si on avait eu du sexe, je ne serais pas allé voir ailleurs. Si tu n'étais pas tout le temps comme ça, je ne serais pas allé voir ailleurs. Si tu m'aimais plus, si tu me démontrais plus de l'affection, je ne serais pas allé voir ailleurs. Donc, qui est à, entre guillemets, blâmer ou qui est responsable? Le partenaire qui a trompé ou la partenaire qui a trompé, comment est-ce qu'elle explique ses comportements vont aussi avoir un impact sur la personne qui a été trompée. Est-ce que ça va être aidant ou au contraire destructeur comme comportement? Un élément aussi qui va avoir des impacts significatifs suite à une infidélité est comment on a trouvé l'information et quelles étaient les circonstances dans lesquelles le ou l'infidélité ou les infidélités se sont produites. Donc, est-ce que la personne qui a été trompée, c'est elle ou lui qui a trouvé les informations? Ils sont tombés par accident avec un texto sur le iPad qui partage les informations sur le cellulaire. Est-ce que je soupçonnais et je suis allé chercher l'information dans les courriels de l'autre personne? Est-ce que je suis tombé, en fait, je suis revenu tôt
en fait, du travail et j'ai trouvé mon conjoint, ma conjointe avec son amant, son amante dans notre lit conjugal. Qui est cette personne-là aussi? Est-ce que c'est quelqu'un de notre entourage? C'est un inconnu. C'est un collègue de travail. C'est un membre de ma famille. Un ami proche. Donc, les circonstances dans lesquelles ça s'est produit et les circonstances dans lesquelles on trouve l'information aussi est significatif. Est-ce que quand je confronte mon ou ma partenaire par rapport à l'information, la personne nie, même avec des preuves quand même assez tangibles et concrètes? Est-ce que j'avais déjà des soupçons pendant des mois et que je le mentionnais et que l'autre, en fait, prétendait qu'il n'y en avait pas finalement d'infidélité et que des mois plus tard, voire des années plus tard, la personne, on réalise, a été infidèle tous ces temps-là qu'on la soupçonnait, mais qu'elle continuait à mentir sur la situation? Est-ce que ça s'est passé une fois? Est-ce que ça s'est passé sous l'état de l'ébriété? Est-ce qu'il y a de l'affection, de l'amour associé à cette relation-là? Est-ce que c'est avec plusieurs partenaires? Pendant combien de temps que ça s'est passé? Toutes ces circonstances-là donnent un sens à l'infidélité qui va être différente selon notre propre vécu, notre propre perception de la sexualité, de l'amour, de notre relation, de l'autre, de nous. Et donc, chaque circonstance n'est pas nécessairement mesurable en soi de ça, c'est une pire circonstance que celle-ci en soi-même. Elle va être différente d'une personne à l'autre. Peut-être que le fait qu'il y avait de l'amour et que la personne sentait une attirance autant sexuelle qu'affective envers l'autre va davantage être, je vais dire, excusable pour le partenaire qui a été trompé. De hey, si tu avais des sentiments pour cette personne-là, ça a dû être important pour toi d'aller t'investir dans cette relation-là. Et donc, je peux comprendre que ces fortes émotions-là t'ont amené à être infidèle. Ça ne fait pas que ça l'enlève la blessure, ça ne fait pas que ça la banalise. Mais peut-être que je vais être plus capable d'excuser ça que si, par exemple, tu as ruiné notre relation juste parce que tu avais une attirance sexuelle envers un ou une inconnue. Puis des fois, c'est l'inverse. De dire, c'est beaucoup plus menaçant que la personne soit en amour ou ait de l'affection pour quelqu'un d'autre pour notre relation, que si c'était juste une affaire d'un soir puis que c'était un peu insignifiant, je suis peut-être plus capable de pardonner ou d'excuser peut-être ce comportement-là. Fait que d'une personne à l'autre, en fait, ça va changer. Qu'est-ce que je trouve plus problématique, plus une trahison à notre relation? Et donc, il faut regarder les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Comment est-ce que j'ai trouvé l'information? Est-ce que c'est mon ou ma partenaire qui m'a trompé, qui me l'a avoué, qui me l'a dit? Combien de temps ça leur a pris pour me le dire? Est-ce qu'il y a eu un échappement, un moment donné, un moment qu'il y a eu une connexion avec quelqu'un d'autre, sexuelle ou affective? Ça s'est passé. Tout de suite, je l'ai annoncé à l'autre, je ne me sentais pas bien. Je voulais être transparent avec ce qui s'était passé. Je prends conscience et connaissance des conséquences, je me responsabilise, ou au contraire, je dois tirer en fait les verres du nez de l'autre personne, puis l'autre me donne le moins d'informations possible, me blâme, m'aide pas à guérir, me dit que j'exagère, que c'est pas si pire que ça. Donc, est-ce que je sens que j'ai un allié avec moi? Est-ce que je sens que j'ai quelqu'un qui m'aide par rapport à ça? Ou au contraire, qui est constamment en train de me blâmer, puis de vouloir nier, puis de me donner le moins d'informations possible. Et donc ça va tout changer l'impact que ça va avoir sur la personne qui a été trompée. Quand on se fait tromper, en fait, les symptômes qu'on va souvent voir chez la personne ressemblent souvent à un choc post-traumatique. Donc, les chocs post-traumatiques, c'est quelque chose qu'on peut avoir quand on a un événement quand même assez significatif qui est traumatique, comme par exemple une agression sexuelle, un vol au fusil, avoir vécu de la violence physique importante, quelqu'un qui va à la guerre. Donc, souvent, ces gens-là sont plus anxieux, plus irritables. Ils ont des flashbacks, en fait, de ces événements-là traumatiques. Dans le cas ici de l'infidélité, tu n'as pas des flashbacks peut-être des infidélités, mais peut-être le moment où ce que tu as appris en fait la situation. Et donc, ça peut créer en fait un environnement ou un sentiment pour la personne qui a été trompée au quotidien qui est quand même nuisible à sa santé mentale et qui peut être difficile de surmonter. Il y a beaucoup de colère, de rage
un sentiment d'injustice qui se passe à ce moment-là. Parfois, le désir aussi de vengeance chez la personne qui a été trompée. Donc, il n'est pas rare, en fait, que la personne qui a été trompée veut aller tromper en retour pour rééquilibrer, en fait, la dynamique de pouvoir qui vient de se créer. Souvent, on a l'impression que la personne qui a été trompée a un certain pouvoir dans la relation, où là, elle ou lui peut reprocher à l'autre l'infidélité. Et c'est souvent, en fait, une stratégie qui est utilisée, où ce que tout et rien est une raison d'évoquer l'infidélité pour justifier leur propre comportement. Donc, si eux font quelque chose de pas correct, ils peuvent ramener un peu l'argument en disant « Ouais, mais toi, tu as été infidèle ». Là, toutes sortes de comportements néfastes, destructeurs, malsains dans la relation deviennent justifiés à cause de l'infidélité. Ou ma propre infidélité vient est justifiable par ton ou tes infidélités que tu as eues. Donc, il y a une tentation souvent de retrouver cet équilibre-là parce que la personne, en fait, qui prend un certain pouvoir dans la relation, c'est la personne qui a été infidèle. Et donc, souvent, la personne qui s'est faite tromper perd un peu en statut, si vous voulez, et tente de regagner un peu cette situation-là. Parce que la personne qui a trompé, c'est elle qui a eu le pouvoir d'aller voir ailleurs. Ça faisait peut-être des années qu'on n'avait pas de relation sexuelle, bien moi, je suis allé le chercher ailleurs. Donc, il y a un gain de pouvoir à ce niveau-là, et donc, l'autre personne peut se sentir indésirable, pas aimée, pas respectée, trahie, dans l'injustice, la rage, la colère, et que c'est elle ou lui qui vit en fait les conséquences de l'infidélité, et que cette personne-là, en réalité, n'en vit pas vraiment. Oui, elle est témoin finalement de la réaction de l'autre, mais ce n'est pas elle qui a été blessée, ce n'est pas elle qui vit les émotions. Elle vit en fait le rebond des émotions souffrantes de l'autre personne. Et des fois, il y a un désir effectivement de rebalancer ça dans la relation qui crée parfois des dynamiques quand même assez destructrices et pas aidantes de part et d'autre en fait pour passer à autre chose dans la relation. Donc, il y a beaucoup d'impact qu'il peut avoir sur la personne qui a été trompée. Elle peut développer une insécurité qui n'était pas là auparavant ou mettre en évidence, en fait, une insécurité qui était peut-être plutôt minime, mais qui, là, a ouvert une plaie assez importante. Quelqu'un qui était peut-être déjà jaloux à la base va devenir encore plus jaloux à ce moment-là, encore plus suspicieux, encore plus dans les interrogations. Cette personne-là peut avoir des moments de rage, en fait, un peu spontanés, qui sort un peu de nulle part, où le couple, suite à une infidélité, passe un bon moment, mais là, se rappelle soudainement de l'infidélité. Et qu'est-ce que tous ces anciens bons moments-là, peut-être qui étaient fake ou pas vraiment réels, et donc ça ramène finalement à vivre une colère intense envers le partenaire ou la partenaire qui a été infidèle, qui ne comprend pas d'où c'est que ça sort. Pourtant, on vivait un bon moment. Je pensais qu'on avait passé à autre chose, puis là, hop, toi, tu ramènes ça. Et ça, là, ça peut prendre des années. C'est pas juste une question de quelques semaines, de quelques mois. Des fois, ça peut prendre des années de guérir d'une infidélité si, surtout, si on ne s'en occupe pas correctement, qu'on ne va pas peut-être chercher l'aide ou qu'on ne s'informe pas de comment adéquatement passer à autre chose dans une infidélité. Souvent, il y a certaines personnes qui vont mettre fin immédiatement à la relation. C'est complètement intolérable d'avoir eu une infidélité dans la relation. Décident de mettre fin, mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai mis fin à la relation, que les conséquences que je vais vivre par la suite disparaissent. Je vais peut-être dans les prochaines relations avoir des enjeux de confiance, d'attachement, des troubles au niveau du désir sexuel envers mes prochains partenaires. Je vais peut-être être davantage suspicieux, suspicieuse. Je vais peut-être fouiller dans les courriels, dans les téléphones de mes prochains partenaires. Donc, les conséquences ne se terminent pas juste parce qu'on met fin à la relation à ce moment-là. Donc, il y a tout un travail à faire sur la personne qui a vécu aussi l'infidélité parce qu'on se définit beaucoup par le comportement de l'autre. On a souvent l'impression d'avoir perdu de la valeur quand l'autre nous a trompés. Si j'étais assez aimable, si j'étais assez belle ou beau, si j'étais assez désirable, si j'avais été un meilleur ou une meilleure partenaire, on ne m'aurait pas trompé. Et donc, l'estime personnelle en prend souvent un coup à ce moment-là. Et donc, je dois moi-même me redéfinir, construire ma confiance qui a potentiellement été fragilisée ou qui a fait ressurgir peut-être en fait des fragilités qui étaient déjà là à la base, mais qui étaient peut-être plus atténuées
parce qu'on n'y portait pas trop attention ou on n'avait pas trop mis notre doigt dedans. Une autre chose qu'on peut voir aussi pour la personne qui a été trompée, c'est un désir en fait de se prouver dans la relation. Donc, si ça faisait longtemps que le couple n'avait pas eu de relation sexuelle et que la personne qui avait peut-être plus de désir, c'est elle qui est allée avoir une infidélité, la personne qui n'avait pas ou peu de désir, soudainement, peut avoir une remontée fulgurante en fait de désir pour démontrer à leur partenaire que c'est eux en fait qui est le plus compétent dans la sexualité. Il y a comme un désir en fait de se rattraper parfois à cet effet-là, de dire hey, c'est pas vrai que je vais me faire remplacer par quelqu'un d'autre, je vais te le démontrer. Et ça, je vous dirais, c'est parfois un comportement qui est typiquement plus, que je vois plus chez les femmes souvent, versus les hommes qui, eux, soudainement vont retrouver un désir à ce moment-là ou qui vont vouloir se reprouver. Peut-être que ce désir-là de vouloir se reprouver va être là, mais ne se fait pas nécessairement à travers la sexualité. Euh, mais on le voit souvent dans des dynamiques où la partenaire avait moins de désir, le partenaire masculin avait plus de désir, et le partenaire masculin qui avait plus de désir est allé voir ailleurs pour compenser finalement le manque soit de fréquence ou de la qualité au niveau de la sexualité. Et là, cette personne-là, parfois, se réveille, si vous voulez, pour dire oh, attends une minute, là, je vais venir te racheter. Et c'est souvent, en fait, d'un fois, quelque chose qui peut être reproché aussi aux personnes qui ont été trompées de, en fait, tu veux seulement du désir ou tu es seulement prête ou prêt à avoir finalement une sexualité quand la relation, elle est menacée. Ou que, justement, il y a une infidélité ou ce que si, tant et aussi longtemps que moi, je reste dans notre relation et que je ne dépasse pas les limites qu'on s'est établies, toi, tu vas prendre pour acquis que je ne vais pas aller voir ailleurs. Mais c'est là le pouvoir finalement qui est accordé à la personne qui a trompé, c'est que finalement cette personne-là a dit, ben moi, je ne resterai pas dans le carcan de notre relation où ce que je suis insatisfait. Évidemment, ceci ne vient pas justifier l'infidélité, mais ça peut certainement l'expliquer et ça devient la justification pour la personne qui saute la clôture et qui va avoir une infidélité. Et donc, cette personne-là, des fois, veut aller comme racheter sa propre trahison qu'elle a faite, d'une certaine façon, en disant, ben moi, j'ai trahi le couple en ne répondant pas peut-être à tes besoins et tes désirs, je t'ai pris pour acquis. Et puis là, il peut y avoir toute une dynamique de pourquoi on ne l'a pas faite et il peut y avoir des choses aussi dans l'autre sens qui menaient à cette décision-là. Mais ça devient souvent la justification, comme je l'expliquais dans l'autre podcast, de pourquoi quelqu'un va être infidèle. Et des fois, ça se rejoue après l'infidélité pour la personne qui a trompé. Et c'est là ici qu'on doit être capable de distinguer pour la personne qui a été trompée. Oui, j'ai peut-être une part de responsabilité par rapport à nos difficultés conjugales qui pourrait expliquer et qui a permis à l'autre de justifier de passer à l'acte d'être infidèle. Mais ça ne vient pas nécessairement mettre le blâme sur moi et ça ne vient pas excuser comme tel le comportement. Il faut peut-être reconnaître en tant que personne qui a trompé la relation, qu'est-ce qui fait que moi, peut-être, j'ai pris pour acquis l'autre personne? Que je me suis dit que l'autre, finalement, c'est pas grave si elle allait souffrir dans ses insatisfactions, puis que moi aussi, je souffrais peut-être à ce moment-là pour d'autres raisons. Mais que l'autre, finalement, a décidé de dire, ben moi, je me sens trahi, je me sens pris dans cette relation-là, je vais aller voir ailleurs. Et donc, il y a peut-être aussi une prise de conscience à prendre, à reconnaître. Mais ça ne vient pas, comme je le dis et je le répète, justifier le fait que l'autre est passé à l'acte. L'autre avait le choix de faire autre chose. De ne pas passer par un acte qui allait amener, en fait, une problématique encore plus importante dans la relation. Parfois, ces personnes-là ont l'impression que c'était la seule solution, qui en avait parlé, qui en avait, ils ont dit on pourrait aller en thérapie, on pourrait travailler ça, mais qui sentent que l'autre, il n'y a rien qui les fait bouger sauf la rupture ou une infidélité, et ils ont décidé d'aller dans ce sens-là. Et donc, tous les impacts qu'une infidélité peut avoir peuvent prendre des années à s'en remettre. Évidemment, ça peut aller en crescendo vers le bas ou ce que ça diminue avec le temps. Ce n'est pas tout le temps aussi intense, mais des fois, ça ressurgit. On peut avoir des flashbacks, on peut avoir des rages de colère spontanées, on peut être plus irritable, plus insécure, plus anxieux. Même si on met fin à la relation, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va passer à autre chose par la suite. Donc, il y a beaucoup d'impacts quand même assez significatifs que la personne qui a été trompée peut avoir et que cette personne-là doit
en partie prendre soin si elle ou lui veut pouvoir refaire confiance à leur partenaire ou des futurs partenaires si la rupture a été envisagée là, suite à l'infidélité. Puis il y a tout un questionnement aussi de la personne, par exemple, qui reste dans une relation suite à une infidélité. Il y a beaucoup le jugement extérieur. Il y a une forme de culpabilité de je suis resté dans un couple où on m'a trompé, on m'a trahi. Qu'est-ce que les gens vont penser de nous si ça s'est su? Il y a aussi ça, en fait, le contexte, je ne l'avais pas abordé, mais tout le contexte de qui était au courant, qui m'en a parlé. Est-ce que c'est un ami qui me l'a averti? Est-ce que le frère ou la sœur était au courant mais ne me l'a pas dit? Puis que j'ai de l'air d'être la personne là, qui n'était pas au courant de rien mais que tout le monde était au courant. Donc ça aussi, ça joue sur les circonstances, la dynamique que ça peut avoir. Donc qui était au courant. Mais toute cette question-là de si je reste dans la relation, les gens, ils vont penser quoi de moi? Des fois aussi, je peux me sentir très tout seul parce que je ne veux pas en parler. Je ne veux pas avoir la honte d'être la personne qui a été trompée dans notre groupe d'amis, par exemple, qu'on ramène, tu sais, qu'on parle de ça, mais là, tout le monde est au courant de notre infidélité, mais on reste ensemble. Puis souvent, des fois, les gens se disent avant une infidélité, moi, s'il y a une infidélité, c'est sûr que je me fais à la relation. Mais quand ça fait des années qu'on est avec quelqu'un, qu'on a peut-être des enfants, on a peut-être des acquis financiers comme une maison, un chalet, un auto, etc., que le divorce ou la séparation va coûter particulièrement cher ou ça va être compliqué, que la garde des enfants, ça va être compliqué, etc. Souvent, des fois, notre perception initiale de vouloir mettre fin à une relation suite à une infidélité peut changer. Et donc, il y a toute une bataille interne de hey, je me suis toujours dit que moi, je ne serais jamais là-dedans, mais là, je me sens tellement pris que je n'ai pas le choix de continuer puis de travailler cette infidélité-là, même si je ne le veux pas. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'avoir quelqu'un qui disait si je n'avais pas d'enfant puis que je ne voulais pas perdre la garde à la moitié, d'avoir une garde à moitié finalement de mon enfant, ça ferait longtemps que j'aurais quitté cette relation-là. Et donc, il y avait tout un tiraillement vraiment important à ce niveau-là de je veux quitter cette relation-là, je suis plus en amour avec la personne, je ne désire pas l'autre personne, mais je veux tout faire pour pouvoir garder finalement cette idée-là familiale, pas nécessairement unie. Donc, c'est pas nécessairement de vouloir être dans une famille unie, mais de juste vouloir garder en fait l'enfant à temps plein. Et la seule façon de faire ça était en fait de maintenir la relation. Fait que ça peut être très complexe comme décision, ça peut être très difficile, très déchirant de je reste-tu pas, qu'est-ce que les autres vont penser, est-ce que j'ai du soutien par rapport à ça, est-ce que j'ai un conjoint ou une conjointe qui est aidante face à leur infidélité, qui se responsabilise, qui se responsabilise pas, est-ce que moi-même j'ai des choses à reconnaître de mon côté, est-ce que j'ai cette capacité-là, est-ce que je suis juste en train de tout lancer en fait les problèmes de notre couple sur l'infidélité ou sur l'autre personne, puis là moi je me suis complètement déresponsabilisé de tout ce qu'il y a dans la relation. Est-ce que moi je vais continuer dans cette relation-là dans une perspective de reconstruire, rebâtir en fait une confiance, retrouver une sexualité, un couple satisfaisant, ou au contraire je reste mais mes propres dépens, mon propre dépit et j'en fais souffrir l'autre dans la vengeance pour des années à venir. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire suite à une infidélité. Et la personne qui a été trompée a aussi un pouvoir par rapport à comment les choses vont se faire. Cette personne-là a aussi des choix à faire et peut avoir l'impression qu'elle n'en a pas, qu'elle est prise finalement dans cette relation-là, mais ça reste quand même un choix. Tout comme la personne qui a décidé d'être infidèle avait le choix d'être infidèle ou le choix de faire autre chose, de mettre fin peut-être à la relation ou de travailler, d'en discuter, d'avoir les conflits nécessaires qu'on devait avoir. Tout comme suite à une infidélité, la personne qui a été trompée a aussi des choix difficiles à faire, mais parfois ces gens-là se présentent la situation comme s'il n'y en avait pas vraiment de choix. Effectivement, les choix peuvent être très déchirants. Ça se peut que chacun des choix ne nous intéresse pas dans toutes les circonstances qu'on peut avoir, dans toutes les manières qu'on tente de le tourner, mais qu'en bout de ligne, ça reste quand même un choix de mettre fin ou de continuer la relation et comment aussi on veut continuer cette relation-là, que ce soit dans la rupture ou dans la continuité là, de la relation. Donc, prenez le temps de réfléchir si jamais vous avez été trompé ou même si c'est vous qui avez trompé en fait votre partenaire. Hey, c'est quoi les impacts finalement que j'ai produits en fait chez l'autre? Moi, si j'ai été la personne qui a été trompée, comment est-ce que je gère en fait avec les conséquences que cette chose-là
a apporté? Est-ce que je me prends en main par rapport à ça? Est-ce que je travaille sur mes enjeux que ça l'a créé ou ça l'a soulevé, ça l'a fait remonter? Ou au contraire, je me déresponsabilise face à ça et je m'attends à ce que l'autre vienne réparer des choses plutôt que moi, je répare mon côté à moi réparer et que je fasse peut-être mes propres mea culpa par rapport à la relation. Et donc, on va parler aussi justement dans le prochain podcast comment justement surmonter une infidélité, qui a quelle responsabilité et comment on peut s'en sortir de la manière la plus bénéfique possible, malgré que c'est un événement qui a créé beaucoup de conséquences et de dégâts au niveau de la relation. Merci de nous avoir écoutés une autre fois au podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir. Vous avez des questions, des commentaires, vous voulez avoir plus d'informations sur la sexualité, n'hésitez pas à nous visiter sur le site lesexologue.ca ou de nous écrire à info@lesexologue.ca. On se voit une prochaine fois.